Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Lawrence Wilkerson. Lawrence Wilkerson est un colonel à la retraite de l'armée américaine et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci de m'avoir invité, je vous en suis reconnaissant. Avant que nous n'approfondissions quelques domaines spécifiques que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, si nous pouvions commencer de manière générale, en tant qu'ancien chef de cabinet du secrétaire d'État des États-Unis, comment percevez-vous le cadre global de la politique étrangère américaine en ce moment? Pour quelqu'un qui observe de l'extérieur, cela ressemble à des tarifs douaniers, des sanctions, de l'intimidation, des tromperies, des mensonges éhontés et parfois des menaces militaires, voire des frappes. Mais vous avez peut-être d'autres éléments à ajouter. Comment définiriez-vous la politique étrangère américaine à l'heure actuelle? Je suis tenté de dire que je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire pour le définir, mais je vais essayer d'être un peu plus nuancé et, disons-le, un peu plus américain dans ma façon de le décrire. Je pense qu'il s'agit d'une tentative maladroite, et j'insiste sur maladroite. Je ne pense pas que ce soit coordonné. Je ne pense pas que cela concerne l'ensemble du gouvernement. Je ne pense pas que le président en soit pleinement informé. Et il existe toutes sortes d'autres descriptions sur à quel point c'est désorganisé, déconnecté, voire frénétique. Mais le but fondamental de tout cela, qui a peut-être changé il y a environ 48 heures avec la nouvelle annonce du ministère de la Défense, était d'arrêter le transfert de pouvoir loin de l'Occident. Comprenez, Washington et ses États vassaux en Europe de l'Ouest. Je ne peux plus dire États vassaux dans l'hémisphère occidental car nous en avons très peu désormais. Pour les aider, pour les pousser à stopper ce flux inexorable de pouvoir, culturel, militaire, financier, économique, psychologique, peu importe la composante du pouvoir, tout s'écoule vers l'Est. L'aimant, c'est la Chine, désormais la première économie mondiale, je n'ai aucun doute là-dessus. Et à cause des erreurs stratégiques de cette administration en particulier, mais qui ont commencé sous l'administration Biden, nous avons perdu le pays le plus peuplé du monde, selon les chiffres de l'ONU. Pas de beaucoup, mais tout de même le pays le plus peuplé du monde, l'Inde. Et nous avons aussi perdu, parce que je pense que Poutine a finalement pris sa décision. La Russie a toujours regardé dans les deux directions. Ils ont toujours regardé vers l'ouest et vers l'est, car ils possèdent un vaste territoire à l'est. Mais ils ont récemment essuyé tant de refus, et la dernière fois de façon si puissante avec le conflit en Ukraine, qu'ils se sont vus barrer l'entrée en Europe vers l'ouest, pour ainsi dire, qu'à présent, je pense qu'ils ont pris la décision délibérée de s'aligner avec l'Est. Nous avons donc maintenant 3/5 de la population mondiale, Moscou, Pékin et New Delhi, tous opposés à l'Empire occidental. Et l'Empire occidental est en train de se fracturer en même temps. Ainsi, la politique étrangère, qui vient d'être publiée, je pense, exprimée il y a quelques jours comme politique de sécurité, reflète davantage, d'abord, la direction que Trump avait en quelque sorte promise avant son investiture. America first, America first, America first, et ensuite une reconnaissance qu'ils sont en train de perdre. La déclaration de Trump selon laquelle Pékin, la Russie et l'Inde, par implication, devraient en profiter, était un constat. Il pressent au moins qu'il les a perdus et qu'il ne pourra sans doute pas,
par quelque diplomatie que ce soit, les récupérer de manière significative. En d'autres termes, ils sont alliés contre lui et contre l'Empire occidental. Donc, nous allons rentrer dans nos retranchements, nous replier et essayer de dominer l'hémisphère occidental. Je pense que l'affaire avec le Venezuela en est le début, mais cela se produit depuis un certain temps déjà en ce qui concerne l'hémisphère occidental. Je pense que cela va désormais être la priorité. C'est donc une explication très alambiquée, mais je pense assez juste, d'une politique étrangère très désorganisée et non coordonnée. Si je peux rebondir sur ce point précis, concernant la prise de conscience de la perte de pouvoir, ou du moins le sentiment de défi que l'Occident ressent face au reste du monde, en particulier face à un ensemble spécifique de pays du Sud global qui s'unissent. Ce qui me déroute, c'est que s'il y a une prise de conscience qu'un défi important vient de l'autre camp, la rationalité voudrait que l'on soit plus prudent dans la construction de nouvelles alliances pour affaiblir l'autre camp. Je veux dire, c'est logique. Et je pense à la façon dont la relation entre les États-Unis et l'Inde a évolué récemment. Je veux dire, je ne suis pas mécontent de la manière dont la relation entre l'Inde et la Chine s'est développée ces derniers temps. Je veux dire, j'ai toujours pensé que ce n'est pas une question des États-Unis. Il s'agit de l'avenir de l'Asie, qui compte 2,8 milliards d'habitants. Ces événements sont souvent présentés en Occident comme étant le résultat des sanctions et des tarifs douaniers, ce qui me semble totalement trompeur. Cela a peut-être ajouté une dimension politique, mais il s'agit de processus bien plus profonds qui se déroulent en Asie, où les deux parties prennent conscience que notre avenir réside dans le développement et la coopération. S'engager dans des conflits militaires ou des tensions à propos de zones spécifiques où nous avons des différends frontaliers n'est pas productif. Et c'est exactement ce que représentent ces évolutions. Mais quoi qu'il en soit, vu depuis l'Occident, cela ressemble à la perte d'un allié. Ma question pour vous est donc la suivante. J'ai parfois l'impression que l'Occident, en particulier l'administration Trump, se fait complètement des illusions sur sa propre puissance. Il me semble qu'ils pensent qu'aucun défi ne se dresse face à leur pouvoir, et que pour cette raison, ils peuvent tout se permettre. Ils n'ont pas besoin d'alliés. Ils peuvent intimider leurs alliés d'Asie de l'Est. Ils peuvent bien sûr intimider leurs alliés d'Europe de l'Ouest, et ainsi de suite. Pourriez-vous donc partager votre point de vue sur la façon dont l'administration Trump perçoit sa propre puissance? Se fait-elle des illusions à ce sujet? C'est une question difficile à laquelle répondre, car je ne pense pas que quiconque de sensé puisse dire que l'administration Trump a une politique ou une stratégie. Ce qu'ils ont, c'est une tentative frénétique de naviguer à travers des événements dans le monde qu'ils n'avaient, à mon avis, pas anticipés, auxquels ils ont largement contribué, et face auxquels ils n'ont aucune idée de la manière de réagir. Voilà, en résumé, la situation. Pour être très direct. Nous avons un gouvernement très incompétent et un président très incompétent, et il le démontre quotidiennement, tant sur le plan national qu'international. Mais je pense que nous l'avons particulièrement constaté avec ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et aussi, je dois ajouter à cela notre attachement sans égal à cet État génocidaire, Israël, qui plonge ce pays dans la tourmente. Nous assistons probablement en ce moment à un changement majeur dans les sentiments des Américains envers Israël, qui étaient auparavant neutres, indifférents au pire et très favorables au mieux. Désormais, 60% des opinions sont défavorables, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Tout cela a été provoqué par la main lourde de Trump, et avant lui, soyons honnêtes, de Biden, dans leur soutien à ce maniaque génocidaire nommé Bibi Netanyahou, qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Et il ne semble vraiment pas vouloir s'arrêter. Cela perturbe profondément la situation pour eux.
Et puis sur le plan intérieur, l'affaire Epstein et d'autres éléments qui y sont liés, avec des révélations presque quotidiennes dans les médias, provoquent une véritable angoisse au sein de l'administration, car je pense qu'ils savent que si cela continue, Trump va en sortir avec une image très ternie, si ce n'est pas déjà le cas dans certains milieux. Donc tous ces éléments se conjuguent pour faire de cette administration, comme je l'ai déjà dit, probablement la plus déconnectée. Je ne crois même pas qu'ils aient un conseiller à la sécurité nationale. Permettez-moi de revenir en arrière un instant. Le concept de gouvernement, si l'on veut, aux États-Unis en ce qui concerne la sécurité nationale et, dans une large mesure, la politique étrangère, a été créé par la loi sur la sécurité nationale de 1948 et n'a cessé d'évoluer, d'intégrer de nouvelles mesures et de nouvelles institutions depuis lors. La dernière institution en date est le Bureau du directeur du renseignement national, qui, pour la première fois dans notre histoire, a regroupé tous les services de renseignement sous une seule personne, ce que notre Congrès n'avait jamais voulu faire auparavant, car cela était considéré comme un pouvoir trop important. Ils ont toutefois limité ce pouvoir en ne lui accordant pas le contrôle financier sur la communauté du renseignement, ni ce que j'appellerais le contrôle du personnel. En d'autres termes, l'actuelle directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, ne peut pas déplacer des fonds, et il s'agit de milliards de dollars, ni réaffecter des personnes en fonction de leur expertise, des besoins, etc. Son pouvoir est donc très très limité. Néanmoins, le Congrès l'a fait. Mais cet instrument, qui fonctionnait plutôt bien à l'ère d'après-guerre, avec le conseiller à la sécurité nationale coordonnant plus ou moins ce que faisait le cabinet en matière de politique étrangère et de sécurité, est cassé, complètement cassé. Nous n'avons pas de conseiller à la sécurité nationale. C'est comme s'il n'y avait pas de chef d'orchestre devant un immense orchestre. Nous avons Marco Rubio, qui pense être le conseiller à la sécurité nationale, mais il est aussi secrétaire d'État. Et il est très occupé, merci beaucoup, à faire sans pitié ce qu'il fait et ce qu'il voulait faire depuis des années, comme pousser l'Amérique latine chaque jour dans un asile de fous. Donc, il n'a pas le temps de s'étendre et de coordonner une vaste bureaucratie. Donc, personne ne le fait. Pas une âme ne s'en occupe. Ce que vous avez, c'est Pete Hegseth à la défense qui fait son truc, Marco Rubio aux affaires étrangères qui fait le sien, tous les autres membres du cabinet qui font le leur, et Trump qui les réunit de temps en temps lors de réunions de cabinet, qui ne sont plus vraiment la façon dont on gouverne aujourd'hui, mais auxquelles il est revenu parce qu'elles lui offrent une visibilité maximale et lui permettent de pontifier et de dire des choses comme « Le monde n'est-il pas magnifique? L'Amérique n'est-elle pas magnifique? Ne l'ai-je pas rendue merveilleuse à nouveau? » Ce qu'il fait de façon répétée. C'est un cirque de clowns. Trump est sur la piste centrale, Rubio et Hegseth sont sur les pistes annexes, et le cirque continue au grand détriment de l'Empire. Que devrions-nous faire? Nous devrions reconnaître la diminution du pouvoir en Occident. Nous devrions reconnaître l'accumulation du pouvoir en Orient. Nous devrions rassembler tous les alliés de confiance possibles, certains de ceux que nous avons depuis toujours, le Japon, la Corée, l'Europe de l'Ouest, et même quelques nouveaux que nous pourrions réussir à obtenir dans la partie sud de l'hémisphère, en Amérique latine, notamment le Brésil. Et j'en ajouterai quelques autres aussi, mais nous ne le faisons pas. Et nous ne devrions pas le faire pour nous replier sur nous-mêmes. Nous devrions le faire non pas pour combattre ce déplacement inexorable du pouvoir, mais pour l'accompagner. L'accompagner de la manière dont Xi Jinping et d'autres, Poutine même, de temps en temps, et Sergei Lavrov de temps en temps, l'ont dit, nous devons coopérer, nous devons collaborer,
Et nous devons le faire dans un esprit fondamental de concurrence stratégique économique, de concurrence financière, mais pas de concurrence militaire, pas de guerre, pas ces autres instruments de puissance nationale qui ne devraient pas être au premier plan de notre approche du monde aujourd'hui. Mais c'est ce que nous faisons. Les sanctions et le militaire sont devenus les principaux ingrédients de notre politique de sécurité étrangère. Je pense que ce document qui vient de sortir pourrait changer un peu la donne. Mais je ne le saurais pas tant que je n'aurais pas vu la mise en œuvre, ou du moins le début de la mise en œuvre. Et la réduction des dépenses n'est pas forcément une mauvaise idée quand on a une dette globale de plus de 30 000 milliards de dollars, et que les paiements d'intérêt sur cette dette s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars par an et atteindront 2 milliards dans 7 à 8 ans, ce qui annulera toutes les dépenses discrétionnaires du budget fédéral avec l'augmentation nominale actuelle. Donc nous sommes vraiment en difficulté sur le plan financier. Nous sommes vraiment en difficulté quant à la gestion de nos finances. Revenons à la Grande-Bretagne lorsqu'elle possédait la monnaie de transaction et de réserve mondiale, la livre sterling. Revenons à l'époque des Néerlandais, lorsqu'ils avaient une monnaie de facto, comme celle-ci, le florin. Ou revenons à l'Empire romain, ou à n'importe quelle période où nous ne sommes pas le seul pays au monde à avoir déjà eu la monnaie de réserve et la monnaie de transaction. C'est quelque chose qui accompagne en quelque sorte l'Empire. Nous devons nous en détacher nous-mêmes, car cela nous entraîne dans une crise budgétaire d'une ampleur inouïe. Cela va nous détruire si nous ne parvenons pas à le maîtriser. Je suggérerais, si j'étais le secrétaire au Trésor, que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir chaque jour pour nous débarrasser du dollar en tant que monnaie de transaction et de réserve, et que nous le remettions à la Chine. Maintenant, Xi Jinping est assez intelligent. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas parce qu'il sait. Les Chinois connaissent l'histoire des empires. Ils savent ce qui accompagne la dégradation d'un empire. Et l'une de ces choses, c'est d'avoir la monnaie de réserve et d'en abuser. C'est ce que tous les empires ont fait par le passé. Regardez les Britanniques en 1956, lorsque Eisenhower les a forcés à quitter Suez. On pourrait dire que cela a été la goutte d'eau de bien des façons, même s'ils essayent de vivre à nos dépens depuis. Mais, essentiellement, c'était Eisenhower qui menaçait de provoquer une ruée sur la livre sterling au FMI. Et il n'y avait aucun moyen pour la Grande-Bretagne de résister à cela, surtout avec une dette de guerre aussi énorme. Nous sommes donc dans cette situation aujourd'hui, et il faut en prendre conscience et trouver un moyen d'en sortir. Et que Dieu nous protège, peu importe ce que nous voulons dans le monde, peu importe ce que le monde décide de vouloir. Veut-il un étalon or? Veut-il un étalon argent? Veut-il un étalon Bitcoin? Comment souhaite-t-il mener ses affaires à l'échelle mondiale? Et peut-être que la Chine, l'Inde ou un autre membre de l'OCS devra assumer ce fardeau si nous voulons poursuivre le même type de processus. Je pense qu'il nous faut un nouveau processus. Je le pense vraiment. Et je vais vous dire autre chose que je crois nécessaire. Si vous avez lu les livres de Thomas Piketty, il nous faut probablement trouver un moyen de mettre en place un impôt mondial sur le capital. Et nous devons administrer cet impôt dans l'intérêt du monde et aussi dans l'intérêt des pays individuellement, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas laisser tout ce capital circuler à travers le monde, dont une grande partie dans l'économie souterraine. On me dit qu'il pourrait s'agir maintenant de 15 000 milliards de dollars dans l'économie noire. Nous ne pouvons pas laisser cela profiter à 1% de la population mondiale, alors que les 99% restants n'en bénéficient pas et sont même pénalisés par la concentration des richesses. Nous devons donc inventer un nouveau système, et nous ne pourrons pas y parvenir si nous nous replions sur nous-mêmes ou si nous résistons à ce transfert de pouvoir.
Nous devons nous y adapter. Le monde est désormais un monde multinodal et ses pôles deviennent de plus en plus évidents. La Chine, l'Inde, la Russie. La Chine et l'Inde en raison de leur population, de leur ampleur et de leur profondeur. La Chine parce qu'elle est désormais la première économie mondiale. Les chiffres qui sortent de Chine sont tout simplement stupéfiants. 1 million de bornes de recharge pour voitures électriques. Nous en avons un 60e aux États-Unis. La Chine compte 1 million de bornes de recharge à travers le pays. Elle possède des trains à grande vitesse qui me rappellent celui que Paris a construit jusqu'à la Côte d'Azur, mais ils sont partout en Chine. C'est vraiment une économie remarquable. Je suis stupéfait à chaque fois que j'y retourne, car tous les 5 ans, elle fait des bonds en avant. Nous devons donc nous y adapter. Et on ne s'y adapte pas en se repliant complètement sur soi-même. Et on ne s'y adapte pas non plus en la défiant par la force militaire ou les sanctions. Vous y parvenez en vous réunissant, comme ils l'ont fait lors de l'OCS. Vous vous asseyez et discutez de tout ce qu'il faut faire, notamment lutter contre la crise climatique et reprendre le contrôle des armes nucléaires, ce que Trump avait dit vouloir faire, ce dont il avait parlé avec Poutine en Alaska, et sur quoi Poutine était d'accord. Poutine a même suggéré d'inclure Xi Jinping dans les discussions, afin qu'à Moscou, Washington, Genève ou ailleurs, il puisse s'asseoir avec les 3 principales puissances nucléaires du monde en termes d'armement et commencer à négocier un nouveau régime de traité. Peut-être pourrait-il intégrer les 6 autres États dotés de l'arme nucléaire, bientôt 7, peut-être, si l'Iran fait ce que je pense qu'ils vont faire, dans ce régime, car nous sommes actuellement dans une situation incroyablement dangereuse avec les armes nucléaires. Non des moindres, et je terminerai là-dessus, c'est Bibi Netanyahou en Israël, car s'il relance cette guerre avec l'Iran, ce qu'il est tout à fait capable de faire, si cela arrive, et que les États-Unis interviennent, ou n'interviennent pas, et que la situation d'Israël devient critique, existentielle, même, je crains ce que Bibi Netanyahou pourrait faire avec ses armes nucléaires. Nous avons donc actuellement, dans le monde, des situations pleines de dangers, qui sont tout aussi proches, si l'on veut, que lorsque les Russes ont essayé de placer des missiles nucléaires à Cuba. Ou même plus grave, et je pense que c'était une crise plus sérieuse, mais nous ne l'avons pas perçue comme celle de Cuba parce que Cuba était sous nos yeux en très peu de temps, mais il s'agissait de la crise de Berlin. Lorsque les Allemands ont commencé, avec l'aide des Russes, l'aide soviétique, à construire la Schandmauer, le mur de la honte, le mur de Berlin, nous les avons aidés, parce que nous savions que si ce mur n'était pas érigé, la RDA, l'Allemagne de l'Est, perdrait tellement de ses citoyens que cela deviendrait une menace existentielle pour Moscou, pour l'Union soviétique. Et je pense que c'était encore plus dangereux que Cuba, parce que Cuba n'était pas stratégique. Cuba n'était qu'une tentative de placer quelque chose là-bas, appelez cela un effort tactique avec des armes stratégiques, pour rapprocher quelque chose des États-Unis. Berlin, c'était différent. L'Union soviétique ne pouvait pas se permettre de perdre Berlin. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Et ils étaient en train de perdre la RDA. Ils perdaient la population. Je crois que c'était 10 000 personnes par semaine au moment où le mur a été construit. Donc, nous avons déjà connu cela. Mais je ne pense pas que nous soyons, je pense qu'en réalité, nous sommes plus proches aujourd'hui. Nous sommes plus proches aujourd'hui que le premier groupe à utiliser des armes nucléaires. Et je suis triste de dire que je pense que ce potentiel est le plus fort dans l'Empire. Ce que vous appelez l'accommodement, cette acceptation aux États-Unis, au cœur de l'Empire, face à l'évolution des dynamiques dans les relations de pouvoir mondial. Et vous avez mentionné les empires britanniques. Personnellement,
je pense que la situation est encore plus difficile à l'heure actuelle. Un point de différence majeur, selon moi, c'est que lorsque l'Empire britannique déclinait, les conditions sociales n'étaient pas aussi mauvaises qu'aux États-Unis aujourd'hui. Pour citer le travail de Piketty, l'inégalité en Grande-Bretagne à cette époque, durant toute la première moitié du XXe siècle, était en réalité en baisse. Certes, la Grande-Bretagne perdait son emprise sur la périphérie, notamment à cause de la montée des États-Unis, de l'Allemagne et d'autres puissances comme le Japon. Mais si l'on regarde en interne, le mouvement ouvrier était fort. Les salaires augmentaient, ils ne baissaient pas. Je veux dire, il y a toutes sortes d'indicateurs. En fait, la Grande-Bretagne elle-même n'était pas une nation débitrice comme le sont les États-Unis à l'heure actuelle. On pourrait certes soutenir que la Grande-Bretagne possédait des colonies traditionnelles dont elle extrayait beaucoup de surplus. Mais malgré tout, les conditions sociales en Grande-Bretagne n'étaient pas aussi désespérées. C'est le premier point. Et le deuxième point que j'ajouterais, c'est que lorsque le pouvoir est passé de la Grande-Bretagne et de la France aux États-Unis, du point de vue du Sud global, il s'agissait d'un transfert de pouvoir à l'intérieur même du bloc occidental. Donc dans cette mesure, de notre point de vue, même s'il s'agissait d'un réalignement, même s'il s'agissait d'une recréation, et bien sûr ce fut un moment considérable pour le Sud global avec la décolonisation, etc. La fin du système des grands propriétaires dans de nombreux endroits. Je veux dire, c'était un moment dramatique, provoqué par une guerre horrible. Mais malgré tout, le pouvoir n'a pas vraiment changé de main. Il est simplement passé, disons, de Londres à New York. Mais cette fois, les puissances montantes viennent du camp opposé, si l'on veut, du moins selon la perspective de la guerre froide. Et cela, je pense, rendra le cœur impérial de plus en plus désespéré à s'accrocher à son pouvoir. Et enfin, peut-être que nous n'avons plus des dirigeants comme Nixon ou Reagan qui pouvaient dire « Eh bien, asseyons-nous et discutons, et nous pouvons avoir la paix ». Je ne pense pas que l'administration actuelle ait cette clairvoyance, si l'on veut. Je ne suis pas en désaccord avec toi sur ce dernier point, mais je reviendrai sur certaines choses que tu as dites. Même si, dans l'ensemble, je pourrais être d'accord avec ce que tu as dit, nous subissons encore certaines des conséquences de la décolonisation. L'un des exemples les plus frappants en ce moment se déroule au Levant. J'en tiendrai autant les Britanniques pour responsables que les administrations américaines actuelles, celles de Biden et de Trump. Et chaque fois que j'y pense, je ressens de la colère envers l'Empire britannique, parce qu'ils ont créé cette situation. Ils l'ont créée. Il y a eu un moment en 1947 où le chef de station de la CIA, un individu très intelligent à Beyrouth, a en fait envoyé un télégramme très en colère au siège de la CIA. Et ce télégramme en substance disait « Arrêtez de me dire de m'inquiéter des Soviétiques ici. Mon problème, ce ne sont pas les Soviétiques, ce sont ces fichus Britanniques. » D'ailleurs, son avion s'est écrasé une semaine plus tard et il a été tué. Mais si vous relisez ce télégramme, vous comprenez les décombres laissés par l'Empire britannique. Et c'est encore très présent aujourd'hui, surtout dans cette région. Donc, c'était pas aussi simple que vous l'avez peut-être suggéré. Et l'autre aspect sur lequel je ne sais pas si je suis d'accord ou non, c'est la façon dont la transition s'est déroulée de manière aussi fluide, indépendamment du reste du monde. Parce que les États-Unis, eh bien, prenons l'exemple de l'Iran. Le peuple iranien, en particulier les Perses parmi eux, qui représentaient à l'époque environ 60%, je pense, probablement autour de 50, 51, 52% aujourd'hui, voyaient vraiment les États-Unis d'Amérique comme la nouvelle puissance mondiale, qu'ils apprendraient à aimer s'ils ne l'aimaient pas déjà, car ils nous considéraient comme une puissance décolonisatrice. Ils nous voyaient comme une puissance qui, pendant la Seconde Guerre mondiale,
avait vaincu tous ceux qui possédaient des colonies et avait même causé aux alliés comme la Grande-Bretagne tant de problèmes avec leur empire qu'il leur était difficile de ramasser les morceaux par la suite. Ou du moins, c'était assez compliqué. Et bien sûr, 1956 et Suez ont en quelque sorte renforcé cette idée. Qui a été le dernier président américain à dire à Israël de retirer ses foutues forces, ou bien ils enverraient des troupes pour les forcer à partir. Eisenhower, le dernier. Tout cela pour dire que je pense qu'il existe encore une chance avec la construction actuelle de l'Empire, et cette chance s'amenuise rapidement, de répondre à, et ce n'est qu'un exemple, ce sentiment en Iran, qui est maintenant en train de disparaître rapidement. Ce sentiment existait aussi ailleurs, en Afrique par exemple, sur tout le continent, en gros, et de ressusciter une partie de ce sentiment, si c'est le bon terme, qui existait à cette époque. Mais je ne vois rien de tel se produire. En fait, que faisons-nous en Afrique? Nous bombardons des gens en Somalie à plusieurs reprises, d'après ce qu'on me dit. Nous ne faisons rien qui ressemble, même de loin, à ce que les Iraniens attendaient des Américains et de l'empire ultime que nous représentions et que nous avions promis en 1945. Nous avons plus ou moins renié toutes ces promesses. Et nous l'avons fait avec presque le monde entier, et nous sommes en train de le faire rapidement avec nos alliés en Europe. Mais nous ne faisons pas non plus un très bon travail avec nos alliés dans le Pacifique, en particulier l'Australie, le Japon et la Corée. C'est là que réside ma véritable inquiétude, car si nous étions intelligents, si nous faisions preuve de discernement et si nous avions un bon leadership, ils adopteraient des stratégies qui ne chercheraient pas nécessairement à ressusciter ce sentiment positif envers l'Amérique qui existait en 1945 et 1946, mais au moins à commencer à s'en montrer digne et à le faire à l'échelle mondiale. Des choses comme le droit international humanitaire, le droit pénal international, les institutions que nous avons créées, donner un peu plus de poids au Conseil de sécurité et à l'ONU, et arrêter de les utiliser exclusivement comme notre tribune pour garantir et proclamer à quel point Israël nous est sacré. Je sais qu'il est très difficile de faire cela sur le plan intérieur, mais je pense que cela est en train de changer en ce moment. Je ne sais pas si nous en profiterons, mais il existe une voie, non pas pour ressusciter l'Empire, ni même pour le sauver, mais pour renoncer à l'impérialisme d'une manière qui soit non seulement bénéfique pour notre propre santé et sécurité, mais aussi pour celle du monde. Et pour accompagner le déplacement du pouvoir de l'autre côté, car il semble vouloir une forme d'accommodement. Il ne semble pas vouloir, dites-moi, dans combien de guerres la Chine est-elle engagée? Dites-moi, combien de pays la Chine sanctionne-t-elle? Ce n'est tout simplement pas leur mode de vie. Pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai fait des allers-retours en Chine depuis 30 ans. La première fois, c'était en 1984. C'était bien sûr un pays très différent à l'époque. Aujourd'hui, c'est saisissant quand j'y retourne. Je ne pense pas que l'Inde veuille cela non plus. Je ne crois pas que l'Inde soit engagée dans beaucoup de guerres. Elle a, je pense, réglé ses problèmes, ou du moins il semble, avec la Chine. Il ne reste plus que ce petit morceau épineux, appelé le Cachemire. Et peut-être un peu de grabuge avec le Bangladesh de temps en temps. Mais fondamentalement, il s'agit d'une communauté de type ASEAN. Je me souviens très bien quand nous nous efforcions tant d'amener l'ASEAN à intégrer une composante sécuritaire. Nous voulions qu'ils aient une composante sécuritaire. Nous voulions que l'ASEAN devienne l'OTAN de l'Est. Et ils nous ont repoussés à plusieurs reprises. Ils nous ont repoussés parce qu'ils ne voulaient pas de composante sécuritaire. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit, même si nous avons assisté il y a quelques jours à la démonstration la plus incroyable de précision et de puissance militaire de la part des Chinois, et avant cela des Russes.
Et ce n'était pas seulement pour célébrer. C'était essentiellement pour dire à l'Empire de l'Ouest, nous pouvons vous affronter, mais nous ne le voulons pas. Et je pense que c'est la position de la Chine. Par exemple, je ne pense pas que Taïwan soit un problème. Je ne le pense plus. Je pensais que c'était le cas autrefois. Je ne le pense plus, car les Chinois sont assez intelligents pour savoir que personne ne gagnerait une guerre. Ils gagneraient la guerre conventionnelle, puis nous passerions au nucléaire. Et personne ne gagnerait cela. Et ils sont assez intelligents pour le savoir. Donc, ils n'utiliseront pas la force contre Taïwan. Je ne dirai pas cela ouvertement aux Chinois, afin de ne pas détruire l'ambiguïté que nous avons créée à ce sujet. Il semble que nous voulions le faire, mais c'est simplement une autre configuration, l'OCS si vous voulez, semble en être la dernière manifestation que celle que nous avons. Et la configuration que nous avons est sombre. En ce qui concerne la situation intérieure, je pense que c'est en réalité l'inverse de ce que vous avez dit dans ce pays en ce moment. Et je suis à bout, je ne suis pas économiste spécialisé dans les questions intérieures ou quoi que ce soit de ce genre, mais je suis à bout pour essayer de trouver comment agir face à cela. Je pense que la situation à Gaza y contribue peut-être, lentement mais sûrement. Ce que nous avons dans ce pays, c'est une masse de gens qui sont juste assez aisés pour ne pas être vraiment en colère. Voilà ce que nous avons. Même si l'écart de richesse est le pire qu'il ait jamais été dans notre histoire, la mauvaise répartition des richesses, nous avons encore cela. Et je ne parle même pas des 50% les plus pauvres. Je dirais les 75% les plus modestes. Parce que les 25% restants et surtout le 0,001% du sommet sont tellement incroyablement riches qu'on a du mal à l'imaginer. Je veux dire, Elon Musk, un Sud-Africain tout de même, vient apparemment de devenir un trillionnaire. Mais il y a tellement de gens qui ont juste de quoi survivre devant la télévision, manger cette nourriture et boire ces Coca-Cola, qui ne se mettent pas en colère. Donc, nous avons cette masse de gens en Amérique qui sont comme drogués, qui sont satisfaits dans une certaine mesure, qui vivent peut-être de chèque en chèque, qui ne peuvent même pas se permettre d'acheter une maison, peu importe la raison, mais leur vie n'a pas encore assez empiré pour qu'ils se mettent vraiment en colère. Et c'est une situation triste, parce que c'est ce que notre version de la démocratie libérale a produit. Et les riches, les 0,001%, sont ceux qui l'ont fait, qui continuent de le faire, qui aiment que ce soit ainsi, et qui aimeraient vraiment utiliser l'IA, la robotique et d'autres technologies associées pour rendre cela permanent, pour que ce soit permanent. C'est ce qui me dégoûte dans la situation intérieure. On ne peut pas mobiliser les Américains. Ce sont les gens qui ont renversé l'empire le plus puissant du monde, avec l'aide des Français. Et aujourd'hui, on ne peut pas les mobiliser pour quoi que ce soit, à part une petite minorité d'entre eux. C'est la chose la plus difficile à constater et à se dire qu'on peut s'en remettre, parce que c'est un problème immense. Oui, je ne suis pas sûr de faire le lien entre la situation économique et le fait que les gens ne soient pas en colère face aux injustices, surtout lorsque cela se passe loin d'eux. Je veux dire, on pourrait aussi argumenter dans l'autre sens, parce que la vie des gens est tellement liée à leur propre précarité, et je pense à des endroits comme l'Inde. On pourrait faire le même raisonnement. Pourquoi les Indiens ne sont-ils pas en colère à propos de ce qui se passe en Palestine? Et bien sûr, cela tient en partie à la même machine de propagande, aux médias traditionnels, à ce que dit votre gouvernement, à tout le système scolaire, etc. Donc il joue un rôle bien plus important, à mon avis, que les liens économiques que vous avez mentionnés. Je veux dire, c'est mon opinion. Mais pour l'Inde, on pourrait avancer l'argument inverse, que la vie des gens dans les campagnes indiennes ou dans les bidonvilles urbains
est tellement intense et dégradé qu'il est même difficile pour des personnes comme nous d'aller là-bas et de dire « Parlons de Gaza ». Je veux dire, ils diraient « Nous n'avons pas de vie ici. Qu'est-ce que Gaza pour nous, en quelque sorte ?» Je ne vais ni être d'accord, ni en désaccord avec eux. Mais j'expose simplement le point de vue. Mais concernant l'économie intérieure, Je ne suis pas en désaccord avec vous concernant l'Inde et d'autres pays également. je voulais relier cela à la situation économique réelle aux États-Unis. Je veux dire, si vous regardez les données actuelles, la croissance est de 1,7%, 1,8%. Bloomberg a réalisé une vaste enquête économique. Le FMI lui-même, sans même parler de Bloomberg, a indiqué qu'au mieux, en 2026 et 2027, la croissance économique agrégée serait de 1,9%, avec une inflation supérieure à 3% pour 2026 et supérieure à 2%, l'objectif de la Fed, pour 2027. Et avec une croissance inférieure à 2%, ce qui s'apparente à une situation de stagflation, le taux de chômage est à 4,4%. En même temps, on observe une inflation persistante, ce qui place vraiment la Réserve fédérale dans une position difficile. Et à cela s'ajoute, si l'on pense au 1%, il existe plusieurs études à ce sujet. Si l'on considère la technologie générée par l'IA, les Magnificent 6, 7, peu importe, elle contribue, selon une étude de Bloomberg, à hauteur de 0,6% à la croissance des États-Unis. Or, si la croissance globale est de 1,6%, 1,78% et que 0,6% provient de ce tout petit segment, les actions liées à l'IA, alors il ne reste littéralement que 1,2% pour le reste. Et là, on peut réfléchir au privilège exorbitant du dollar, qui permet ce stimulus budgétaire, avec des déficits de 6 à 7%, voire 10%. Et même si je peux avoir des désaccords sur l'impact de ce stimulus budgétaire, je pense que la plupart des économistes traditionnels soutiendraient que, à court terme, on peut débattre du long terme et de l'impact à plus long terme. Mais à court terme, il est certain que ce stimulus maintient la croissance à un niveau relativement plus élevé. Et je dirais que c'est ce genre de différence que l'on observe entre l'économie d'un pays comme l'Allemagne, où la croissance est presque stagnante. Littéralement, on atteint 0,3, 0,4%, par opposition aux États-Unis, où l'on enregistre 1,8%, 1,9%. Et cet écart de croissance de 1,2% provient principalement des mesures de relance et des dépenses du gouvernement fédéral. Donc si l'on regarde l'économie réelle, et on peut passer d'un secteur à l'autre, comme l'agriculture, l'industrie, les données sur l'emploi, je pense que la situation est très préoccupante. Maintenant, il ne s'agit pas de nier le fait, l'un de vos arguments, qu'en général, si l'on compare la vie aux États-Unis à celle dans une grande partie du reste du monde, je pense au Sud global, pas à l'Europe, la vie est encore meilleure ici. Mais je ne suis pas sûr que les gens raisonnent ainsi. Je ne pense pas qu'une personne vivant à New York ou dans l'Illinois pense à la façon dont les gens luttent en Inde. Ils entendent peut-être des histoires de leurs parents et comparent les difficultés d'une génération à l'autre. Et je pense qu'il y a eu un changement intergénérationnel à ce niveau-là. Une génération plus tôt, il était relativement facile de trouver un emploi et de payer ses factures de maison. Et maintenant, c'est devenu désespéré. Je me demande ce que vous pensez de mes réflexions. Eh bien, je ne dis pas que les choses ne sont pas orientées négativement. Je ne dis pas non plus que cela ne pourrait pas changer à tout moment. En fait, je serais de ceux qui prédisent, et je ne l'aurais probablement pas fait il y a 5 ou 10 ans, que nous allons nous désintégrer. État par État, nous allons nous désintégrer. Nous allons constater que le démembrement des États-Unis d'Amérique n'est pas seulement une possibilité, c'est une probabilité. Et cela se produit en ce moment même. Ça se passe au Texas, ça se passe en Californie, ça se passe au Minnesota, ça se passe au Wisconsin, cela se passe à New York. De grands conflits, des conflits que je n'aurais jamais pensé voir auparavant.
et ils impliquent la Constitution de manière significative. Mais il y a un autre élément que je voudrais également évoquer, et je ne pense pas que le reste du monde y soit vraiment sensible ou même au courant. Il est présenté dans un livre actuellement intitulé Dark Crusade, qui expose plus ou moins ce que j'appellerais, l'auteur parle du troisième grand réveil, mais moi je l'appellerais le quatrième grand réveil. Lui, il l'appelle le troisième grand réveil. Et ce qu'il entend par là, ce que nous entendons par là dans notre monde, c'est un réveil religieux. Et cela a aggravé la situation au Levant, probablement plus que n'importe quel autre facteur isolé, même celui sur lequel j'insiste toujours, à savoir qu'Israël est notre chien d'attaque. Nous ne sommes pas le mécène d'Israël. Et ça, les experts les appellent les dispensationalistes. Moi, je les appelle les fondamentalistes. Mais il y a entre 50 et 65 millions de personnes aux États-Unis, réfléchissez un instant, qui attendent que la situation au Levant provoque l'enlèvement, la fin des temps, l'Armageddon, et qui s'en réjouissent. Ils ne se soucient pas de qui meurt, ils ne se soucient pas de qui est tué, tant que ça correspond à peu près à leur scénario. Et leur scénario vient de l'Ancien Testament. Leur scénario, c'est, comme l'a dit récemment le sénateur Ted Cruz à Tucker Carlson, son guide pour la prise de décision en matière de sécurité nationale. Et ces gens ont la main mise sur le gouvernement. Et ils ont une emprise particulièrement forte à cause de Donald Trump, qui, à mon avis, ne croit pas un instant à ce genre de choses, mais qui est tellement opportuniste politiquement qu'il les a utilisés, et ils font désormais partie intégrante de son administration. J'ai en fait vu cela dans l'administration à laquelle j'ai servi, celle de George W. Bush, lorsqu'il a rencontré Franklin Graham et les autres évangéliques qu'il avait invités dans le bureau ovale. Et une partie de sa motivation était de satisfaire leurs souhaits, car ils lui ont dit que l'Irak, puis l'Iran, enfin l'Irak, puis la Syrie, puis l'Iran, devaient tomber, c'est-à-dire subir un changement de régime, afin de suivre le scénario biblique et d'amener l'Armageddon. Maintenant, d'autres personnes dans le monde pourraient penser « Oh, cela ressemble à quelque chose qui viendrait d'une interprétation américaine de l'islam, ou peu importe. C'est vraiment maniaque. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Nous avons une part importante de notre population qui vote, qui possède une certaine richesse, et dans certains cas une grande richesse, qui compte des milliardaires, des oligarques, comme nous les appellerions. Et ils attendent tous l'enlèvement, la fin des temps, et ils pensent que le scénario est suivi de très près en ce moment. Et ils ne veulent pas que le moindre dirigeant américain s'écarte de ce scénario, ce qui sera, je pense, l'un des facteurs déterminants concernant notre aide à Israël pour un changement de régime en Iran, probablement avant Noël. Et tout est remis en question pour l'Empire si nous nous enlissons dans cette bataille contre 90 millions de Perses et d'autres en Iran. Mais c'est une dynamique que la plupart des gens dans le monde ne comprennent même pas. Ils ne savent pas que cela influence fortement de nombreuses décisions prises par notre gouvernement. En même temps, ce que vous dites est vrai, mais cela ne s'est pas encore produit au point d'impacter réellement les gens, au point qu'ils disent « ça suffit, assez, il faut que ça change ». Il y a des groupes qui le font, mais regardez à quoi ils doivent se confronter. Un parti démocrate corrompu et un parti républicain corrompu. Il n'existe aucun débouché politique aux États-Unis pour ce genre d'exaspération ou de rébellion. Il n'y en a tout simplement pas. Alors que fait-on à ce moment-là? On descend dans la rue, et finalement on descend dans la rue avec des armes. Je veux dire, Thomas Jefferson a dit que lorsque vous avez des problèmes avec le gouvernement, vous avez le droit de le renverser. Eh bien, si vous devez avoir des armes pour le faire,
Alors je pense que ce qui va se passer, comme je l'ai déjà dit, c'est que nous allons nous effondrer. Nous allons tout simplement nous effondrer. Un État ira dans une direction, un autre État dans une autre. Il y a quelques années, un livre intitulé « Les 9 nations de l'Amérique du Nord » est paru. Il contenait aussi une carte. L'auteur y avait inclus une carte. On y voyait les provinces de l'ouest du Canada, alliées au nord-ouest Pacifique, et les provinces du sud alliées à un ou deux États du Mexique, tandis que d'autres faisaient simplement sécession, peu importe, je déclare la République de New York ou autre chose. La plupart des gens trouvaient cela fantaisiste, sans aucune chance de se réaliser, mais moi je pouvais l'imaginer, je pouvais voir le pays se disloquer. On pourrait presque comparer cela peut-être au démantèlement du Commonwealth lors de la chute de l'Empire britannique. J'ai en quelque sorte vécu cette période. J'ai assisté à une partie de cela et j'ai dû gérer certains pays par la suite qui ne voulaient absolument rien avoir à faire avec Londres. Point final. Rien à voir avec Londres. C'était comme ça avec les Kiwis et les Aussie au début. Maintenant, ce sont des États vassaux de l'Empire qui existent actuellement, l'Empire américain. Mais je pense que la situation est plus complexe que ce que beaucoup de gens reconnaissent en ce qui concerne notre situation intérieure. Et cet aspect religieux est quelque chose dont j'étais totalement ignorant jusqu'à il y a environ 10 ans, quand cela a commencé à avoir un impact sur les forces armées. Nous avons aujourd'hui, dans les forces armées des États-Unis d'Amérique, comme l'a dit Trump, les forces armées les plus puissantes du monde, qui sont pleines. Nous avons presque exclusivement des aumôniers évangéliques. Maintenant, vous pourriez penser que ce n'est pas très significatif, mais qu'est-ce que cela implique, par exemple, pour la capacité de Hegseth, ce qu'il met actuellement en œuvre, d'organiser chaque semaine des réunions de prière chrétienne au Pentagone, d'y faire venir des pasteurs pour s'adresser aux membres de l'armée et leur expliquer, par exemple, que les femmes, qui représentent désormais environ 20% de mon armée, ne devraient pas avoir le droit de vote, que les femmes ne sont bonnes qu'à avoir des enfants. C'est un excès de pasteur. Ces réunions ont lieu chaque semaine au Pentagone, des réunions religieuses. Ils veulent que le christianisme devienne la religion nationale. C'est un mouvement immense aux États-Unis que la plupart des universitaires et d'autres personnes tournent en dérision. Ils n'en savent pas grand-chose, mais cela se produit bel et bien. Et j'ai été plongé dedans en ce qui concerne les rangs militaires, car nous essayons d'y mettre un terme et de veiller à ce que la séparation de l'Église et de l'État reste un principe fondamental au sein de l'armée. C'est dangereux de faire cela dans l'armée, car il y a aussi beaucoup de personnes qui ne partagent pas ces convictions et qui sont réellement opprimées, obligées d'assister à des réunions de prière chrétienne, par exemple. C'est une situation préoccupante au sein des forces armées. Nous n'avons pas besoin que le christianisme soit imposé comme religion nationale par l'armée des États-Unis. Et c'est pourtant la direction que souhaitent prendre ces personnes. Et Hegseth les soutient autant que je puisse en juger. Et cela s'est même étendu au-delà de l'Amérique du Nord. Je veux dire, il y a une influence profonde en Amérique centrale en particulier, mais même en Amérique du Sud, les évangéliques, ce qui explique en partie pourquoi, dans de nombreux pays d'Amérique latine, on observe un soutien massif à Israël. Bien sûr, une grande partie des gouvernements d'Amérique latine ont adopté une position progressiste sur la question palestinienne. Ils ont condamné le génocide et ont même pris des mesures concrètes de sanctions, etc. Mais ils l'ont fait malgré d'énormes pressions exercées par les électeurs évangéliques locaux. En fait, un de mes amis a raconté qu'à Managua, il a pris un taxi où il y avait un drapeau sandiniste d'un côté et un drapeau israélien de l'autre.
Il était d'abord assez perplexe quant à la situation. Il a découvert que le chauffeur soutenait certaines des politiques économiques des sandinistes et faisait partie de ce mouvement, mais qu'il était, sur le plan social et religieux, un évangélique. Pour lui, le drapeau israélien ne représente pas nécessairement ce qui se passe en Palestine, mais plutôt ses propres convictions religieuses, issues de notions bibliques, etc. D'accord. L'interprétation biblique que le sénateur Cruz a évoquée brièvement lors de son entretien avec Tucker Carlson, c'est simplement qu'Israël accomplit la volonté de Dieu en tuant les Palestiniens, et que nous devons aussi tuer les Iraniens pour arriver à la fin des temps. Et il y a quelque chose dont je n'étais pas au courant. Ils pensent, et cela remonte aux origines de ce mouvement, qui pourrait dater de 700 ou 800 ans, que les Russes, sont les soldats de l'Antéchrist. Cela explique beaucoup de choses. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tant d'Américains étaient aussi virulents dans leur haine de la Russie, et ce conflit en Ukraine a accentué ce phénomène. Je savais qu'en partie c'était parce qu'il y a une importante population ukrainienne aux États-Unis, notamment autour de Chicago par exemple, et dans d'autres endroits. Je savais que cela en faisait partie. Et il y a aussi une importante population polonaise, ce que vous savez probablement, aux États-Unis. Et la Pologne était, c'est plus le cas je pense, il commence à se réveiller, mais elle était très engagée dans le soutien à l'Ukraine, y compris en accueillant des millions de réfugiés ukrainiens. Donc je savais que cela faisait partie de la haine envers la Russie. Mais ensuite, j'ai découvert que c'était aussi le cas chez ces évangéliques. Et quand vous leur parlez et que vous leur demandez pourquoi ils détestent la Russie, c'est parce qu'ils croient que la Russie fournit ses troupes à l'Antéchrist. On ne peut pas inventer des choses pareilles. Bollywood ou Hollywood n'auraient pas pu écrire un tel scénario, mais c'est la réalité. C'est vrai. Et cela a un impact majeur sur notre politique étrangère et notre politique de sécurité. Terminons par une dernière question sur Israël. Je veux dire, vous avez déjà donné suffisamment d'indications sur la façon dont vous analysiez la situation lorsque vous avez qualifié Israël de chien d'attaque. Mais pour préciser un peu plus concernant les soi-disant négociations, Donald Trump a récemment déclaré qu'il allait proposer un nouveau plan qui pourrait être révolutionnaire et très bénéfique pour les Palestiniens. Je pense que, pour nos téléspectateurs, la grande division réside dans le fait que le Hamas parle d'un cessez-le-feu permanent. Ils sont prêts à libérer une partie des otages dans un premier temps, puis le reste, à condition que l'armée israélienne quitte Gaza et qu'une paix permanente soit instaurée. Pendant ce temps, le duo États-Unis-Israël plaide pour la libération de tous les otages en une seule fois, sans garantir de cessez-le-feu permanent, et aussi pour l'évacuation de Gaza, afin de poursuivre leur rêve messianique. Certains disent que les États-Unis souhaitent réellement parvenir à un accord, mais que ce sont simplement Netanyahou et le lobby israélien qui les retiennent en otage. D'autres affirment au contraire que l'administration de Washington est animée par les mêmes motivations que Netanyahou et l'extrême droite. C'est ce qu'on appelle le schéma du chien d'attaque. Quel est, selon vous, l'état de la relation entre Tel Aviv et Washington? Et ces négociations sont-elles de véritables négociations ou ne servent-elles qu'à l'opinion publique? Washington publiant des déclarations comme si de nouveaux plans ou de nouvelles négociations étaient en cours. S'agit-il de véritables négociations ou simplement d'une mise en scène destinée à l'opinion publique? Ou bien, cela répond-il à la pression de certains segments de l'électorat national qui sont très inquiets de la situation à Gaza? Essaye-t-il réellement de donner au moins une impression de mouvement, comme on l'a vu précédemment? L'administration Biden a tenté de le faire. Je veux dire, son cœur a toujours été du côté des sionistes.
mais elle voulait donner cette impression. Étant donné que certains segments de sa propre base réclamaient davantage d'actions sur Gaza. Après avoir vu le non-paper que Steve Witkoff aurait apparemment remis aux deux parties, je ne sais pas si le Hamas a reçu la même copie qu'Israël. Ils ont eu une copie. Je ne sais pas si c'est la même copie, mais ils en ont eu une. Oui, ce qui m'inquiète, c'est que ça pourrait être différent parce que nous sommes aussi sournois. Mais après avoir vu cela et compris précisément ce que nous essayons de faire, je pense que c'est difficile avec Trump, difficile avec toute l'administration. Je répondrai à cela en utilisant cette métaphore, cette analogie, peu importe comment on l'appelle. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment ce qui se passe qui illustre, selon moi, la réponse à votre question. Et ce que je veux dire par là, c'est ceci. L'AJNU, cette tentative de faire en sorte que l'Assemblée générale des Nations unies reçoive une lettre de Mahmoud Abbas demandant une UFP, une intervention unie pour la paix, sous l'égide de l'Assemblée générale de l'ONU. Ainsi, le secrétaire général, le Conseil de sécurité de l'ONU ne peuvent rien y faire. Nous l'avons déjà fait, notamment avec Arafat en 1988, je crois. Nous regardons cela et nous disons, et c'est là que ma réponse intervient, oui, nous pourrions le faire à condition que les forces de maintien de la paix soient françaises, britanniques, allemandes et américaines. Tant que les forces d'imposition de la paix, je devrais dire, car il s'agit de règles de type chapitre 7, interviennent avec des règles d'engagement qui permettent de tirer pour tuer si nécessaire. Ce n'est pas le déploiement typique de l'ONU sous le chapitre 6. Je me trompe peut-être dans l'ordre, mais c'est la distinction. Ce que nous faisons là-bas, c'est exactement ce que nous voulons faire sur une période plus courte avec ce que vous venez de décrire. Ce règlement, cet accord de paix, ce cessez-le-feu, peu importe. Nous remettons ce qui se passe en ce moment, l'extinction des Palestiniens jusqu'à la dernière femme, au dernier homme, au dernier enfant, peu importe le temps matter. Status quo ante. C'est-à-dire qu'avant le 7 octobre, Bibi le faisait déjà. Il le faisait lentement mais sûrement. Il le faisait en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Il le faisait lentement mais sûrement. Je pense même qu'il envisageait d'aller plus loin comme il le fait maintenant. Donc, ce que nous faisons, si nous déployons ce genre de force, si nous avons ce type d'accord dont tu parlais, c'est que nous arrêtons les tueries horribles. Beaucoup trop tard. Nous arrêtons la famine beaucoup trop tard. Mais cela ne fait que revenir à une progression lente. Et Netanyahou, ou celui qui le remplacera, fera toujours la même chose. La Cisjordanie deviendra un territoire israélien, la Judée et la Samarie. Tout le reste qu'ils ont acquis commencera à repousser ses frontières. Jérusalem sera entièrement une ville israélienne. La mosquée sera détruite et un temple sera construit à sa place. Tout cela se fera avec la bénédiction des États-Unis et celle de l'Occident. Voilà tout ce que signifierait ce genre d'accord. C'est pourquoi je ne suis plus si sûr de soutenir ce déploiement de force par l'Assemblée générale de l'ONU. Je serais absolument favorable à l'arrêt des tueries, mais je pense qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage. On pourrait perturber ce plan, peut-être même l'arrêter complètement, en faisant en sorte que les forces de maintien de la paix ne soient ni britanniques, ni françaises, ni allemandes, ni américaines. Les casques bleus seraient principalement chinois, indiens, pakistanais, et ils auraient le pouvoir d'arrêter les tueries, de nourrir la population, malgré ce que dit l'Empire ou ses valets, et le pouvoir de tirer sur les FDI si nécessaire. Et ils ne sont en rien des puissances coloniales. Ils auraient le pouvoir de rester et de s'assurer que cela ne peut pas. Même, comme Richard Haas l'a suggéré dans un article l'autre jour, mon ancien patron Richard Haas, il faut faire partir les colons de la Cisjordanie. Faites-les sortir de la Cisjordanie. Juste, partez les gens.
Retournez d'où vous venez. Vous ne resterez pas là. C'est la seule façon, selon moi, de rendre possible une solution à 2 États viables, ou même un seul État démocratique. Il ne peut pas être juif. Il ne peut pas être juif. Et alors, le pouvoir du ventre favorisera probablement les Palestiniens. Néanmoins, c'est la seule façon de régler ce problème un jour. Mais nous ne le ferons pas, parce que ma théorie est la bonne. Israël travaille pour nous. Nous ne travaillons pas pour eux. Et nous voulons que toutes les puissances de la région du Golfe disparaissent telles qu'elles existent actuellement. Sauf si ce sont des démocraties libérales que nous bénissons, c'est-à-dire des laquais de l'Empire. Nous voulons qu'elles disparaissent. Et Israël fait là. And Israel is doing that. Nous allons en rester là, colonel Wilkerson. Ce fut une conversation fascinante. J'ai trouvé que vous aviez apporté quelque chose d'assez différent de beaucoup d'autres discussions que vous avez généralement. Merci beaucoup. C'est Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.